Bonjour à tous. Alors avant de commencer la conférence de presse, j'aimerais juste vous donner quelques petites informations. La première concerne les micros. Merci. Alors normalement, ils sont coupés par défaut. Si toutefois ils ne le sont pas, merci de bien vouloir les couper pendant les interventions. Et pour les questions-réponses, je vous propose de vous identifier dans l'onglet « Converser » en nous indiquant votre nom et le média pour lequel vous travaillez. Et nous vous donnerons la parole par ordre d'arrivée sur le chat. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Ifra pour démarrer cette conférence de presse. Merci Dia. Bonjour mesdames et messieurs et merci de vous être rendus disponibles pour nous écouter et pour ce qui, je le crois, je l'espère, constituera un tournant à coup sûr pour l'Institut national du cancer, mais un tournant probablement aussi pour l'ensemble de nos concitoyens. Il s'agit en effet du lancement de la consultation citoyenne qui va être ouverte d'aujourd'hui au 15 octobre et qui représente la dernière étape de la réflexion et la constitution de la stratégie décennale cancer. Peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils que nous avions été missionnés à l'occasion des journées de l'Institut national du cancer le 4 février 2019 par nos deux ministres de tutelle, le ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et que la loi du 9 mars 2019 a donné ensuite un cadre législatif à cette mission. Il s'agit donc bel et bien d'organiser une stratégie décennale. Et cette temporalité nouvelle, donc 10 ans, nous donne un horizon plus vaste et permet donc aussi des ambitions plus larges. Ceci, bien entendu, sans perte de vue du quotidien et de ses défis. Donc, cette consultation vient compléter un travail d'élaboration qui a été conduit en large concertation, qui a commencé il y a 2 ans et peut-être là aussi, vous souvenez-vous que nos concitoyens avaient été consultés il y a 2 ans déjà sur ce qui était leur priorité. Il s'agit aujourd'hui d'une proposition ambitieuse. C'est tout à fait normal, elle est à la hauteur des défis. Il y a 382 000 nouveaux cancers par an, dont 2 500 nouveaux cancers pour des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 3 800 000 personnes aujourd'hui en France vivent avec ou après avoir eu un cancer. Il s'agit donc d'un groupe de maladies qui concerne chacun de nous dans son premier cercle, sinon lui-même. Les maladies cancéreuses impliquent en effet les malades, leurs familles, les aidants, et plus largement la société, puisque le risque d'inquiétude de cancer est clairement présent dans le quotidien des gens. Le processus d'appropriation est indispensable et c'est sûrement, à côté de la nécessaire connaissance que nous ayons de ces préoccupations, un élément fort que nous souhaitons déclencher par cette consultation citoyenne. Alors, comment est-ce qu'elle est organisée? Ceci va être détaillé par Thierry Breton et Emmanuel Collin va vous montrer comment le système s'organise juste après mon intervention. Mais je voudrais dire que nous présentons 220 mesures environ pour 4 cibles, qui sont très ambitieuses, qui sont de véritables défis que nous lançons certes à nos concitoyens, mais à nous-mêmes. D'abord, nous voudrions, à l'horizon 2040, diminuer de 60 000 par an le nombre de cancers évitables. C'est énorme, mais c'est quelque chose qui est envisageable puisque, on le sait, 40% au moins des cancers sont évitables par des comportements, modifications de comportements individuels. Nous voulons augmenter d'1 million par an le nombre
de dépistage individuel réalisés. Ceci à un horizon plus proche, à l'horizon 2025. Nous souhaitons infléchir significativement le nombre de décès par cancer de mauvais pronostic. Et nous souhaitons réduire de moitié, c'est-à-dire faire passer de 2 tiers à 1 tiers, la part de patients qui souffrent de séquelles invalidantes à 5 ans du diagnostic et du traitement. Il s'agit clairement de défis qui sont très élevés. Et pourquoi est-ce que nous les avons choisis? Nous les avons choisis tout simplement parce qu'il y a des évidences qui s'imposent. D'abord, je l'ai dit, 40% des cancers sont évitables. 160 000 nouveaux cancers par an sont évitables par la simple modification des comportements individuels, quoique simple n'est pas toujours le mot le mieux choisi. Ceci explique sûrement l'importance que notre démarche va accorder à la prévention. Prévention primaire, prévention secondaire, qui est le dépistage, sur lequel il y a des progrès à faire de façon très évidente. En premier chef, le dépistage du cancer du côlon. Moins d'un tiers des personnes qui seraient la cible de ce dépistage aujourd'hui s'y prêtent. Il faut savoir que lorsqu'un cancer du côlon est diagnostiqué par le dépistage, il y a 90% de malades qui guérissent, que lorsqu'il est diagnostiqué par un signe clinique, il est alors très souvent à un stade avancé, on est aux alentours de 20% de malades qui guérissent. C'est aussi le sujet de la réflexion sur d'autres cancers, bien entendu, cancer du col, cancer du sein, pour lesquels il y a des augmentations d'adhésion pour le cancer du col de l'utérus, des nécessités d'affiner les informations données par le dépistage du cancer du sein. Puis il y a les nouveaux dépistages ou le retour d'anciens dépistages, peut-être. La réflexion autour du dépistage du cancer du poumon est une préoccupation significative. Il y a des travaux intéressants qui méritent d'être nuancés, mais qui sont même très intéressants. Et puis, nous n'avons évidemment pas abandonné la réflexion autour du dépistage du cancer de la prostate. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas aujourd'hui d'outils qui permettent de repérer les cancers de la prostate agressifs, invasifs, que la recherche ne travaille pas sur ce domaine. Et puis, c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. C'est vrai que ça fait toujours quelque chose au soignant que je suis de voir un malade qui a été guéri d'un premier cancer et qui se remet à fumer. Je pense par exemple au lymphome de Hodgkin. Il est très clair que le fait de refumer après l'association chimio-radiothérapie pour un Hodgkin, ça multiplie par 1000 le risque de cancer du poumon par rapport aux autres fumeurs. Donc, voilà, cette prévention tertiaire, elle est quantitativement moins importante, mais elle est évidemment cruciale. Et aussi la limitation des séquelles et l'amélioration de la qualité de vie. 5 ans après un cancer, les 2 tiers des malades, c'est l'étude Vican 5 que nous avions menée avec l'INSERM, souffrent de séquelles physiques ou psychiques significatives, et 2 tiers de ces 2 tiers, 44%, disent qu'elles altèrent de façon significative leur qualité de vie. Ces chiffres parlent tout seuls. Il s'agit évidemment d'un combat à mener. Maintenant, surtout, où les progrès des médicaments anticancéreux font que nous avons parfois le choix. Et que donc, il faut que la qualité de vie entre à côté de la quantité de vie comme un critère majeur d'évaluation et de choix des traitements. Et puis, nous savons que le nombre de cancers qui tuent est en train de se réduire, que la mortalité par cancer se réduit de façon très significative. C'est évidemment très significatif dans les cancers de l'enfant, qui sont en 25 ans passés de 60% de guérison à 80%, mais ça ne rend pas plus acceptable ce qu'on ne guérit pas. Bien au contraire. De la même manière, alors qu'un nombre
important de situations cancéreuses voient la guérison désormais comme un objectif vrai ou acquis. Il y a un petit nombre de maladies qui assistent de façon impassible à ces progrès. Une espèce de noyau dur de maladies qui ne guérissent plus, si vous voulez, une espèce de champ inéluctable que nous souhaitons absolument réduire et qui va demander un effort particulièrement de recherche, puisqu'il s'agit là d'une situation d'échec mondial, dans lequel nous avons besoin de nous engager encore plus fort, encore plus vite. Il y a 3 axes stratégiques, il y a 6 axes transversaux. Très rapidement, j'ai déjà dit, la lutte contre les cancers de l'enfant, vous savez bien que ça n'est absolument pas acceptable, et que, en plus, lorsqu'on parle de double ou de triple peine, lorsqu'on parle de séquelles, c'est évidemment un enfant guéri qui va avoir à affronter le plus longtemps le risque de séquelles, et ce sujet est encore plus important pour lui que pour les autres. La lutte contre les inégalités individuelles, les inégalités sociétales, les inégalités territoriales. Hein. Il faut donc que nos améliorations du service rendu touchent tout le territoire. C'est le continuum recherche-action, puisque lorsque on s'attaque à ce qui résiste au progrès partout dans le monde, il faut d'abord avoir des idées et des solutions avant de voir si elles sont applicables et s'il est possible de les étendre. C'est l'apparition et l'utilisation à ce moment-là de données nouvelles mises en réseau, mises à disposition et traitées aussi avec de l'intelligence artificielle, qui est un nouvel acteur, un acteur majeur, notamment dans la lecture des articles. Quelqu'un qui lit 5 articles en plus de sa journée de travail en anglais dans des revues compliquées, et quelqu'un qui a fait, croyez-moi, un effort colossal, oui, mais il en sort des centaines tous les jours sur le même sujet. Donc, l'informatique, l'intelligence artificielle vont désormais pouvoir nous aider en lisant ce qu'on ne lit pas, parce que ce sont des revues qu'on n'a pas pour habitude ou qui sont dans le premier champ de nos lectures. Bien entendu, tout ceci dans un modèle de coopération européenne et, au-delà de l'Europe, internationale. Donc, bien entendu, ceci ne nous empêchera pas en parallèle de pérenniser les dispositifs existants et qui ont constitué de réels progrès que nous avons pu toucher au quotidien, que vous avez pu toucher au quotidien. Ceci dans une logique d'amélioration continue de la qualité, chère à la Haute Autorité de Santé. Et c'est une mission intrinsèque de l'Institut. Réellement, nous nous engageons à poursuivre dans le cadre du nouveau contrat d'objectifs et de performance qui sera signé sûrement en 2021 et que nous présenterons, je pense, au début du premier trimestre de l'année. Ces missions qui ont réellement fait changer la place de la France dans le concert mondial, dans la lutte contre le cancer. Quoi qu'il en soit, cette étape marque un nouveau tournant. Un tournant dans la lutte contre la maladie, dans l'espoir et, j'espère, l'investissement des gens. Je voudrais vous redire que j'ai fait pratiquement pendant 40 ans ce métier de médecin m'occupant de lutte contre les cancers et des cancers du sang, et que véritablement j'ai en mémoire toute l'apparition de ces événements et tout ce que ça a pu, de ces progrès, tout ce que ça a pu changer. Je me souviens d'avoir proposé à un malade une allogreffe de moelle, alors que 5 ans plus tôt, je lui avais dit qu'il était trop vieux pour en avoir, et que cette allogreffe s'est bien passée, et que 25 ans plus tard, dans les consultations de prévention des séquelles et de suivi des séquelles qu'on a, on en parle encore. Je me souviens de ce congrès où, alors qu'on organisait des traitements invraisemblablement lourds pour lutter contre une maladie qui s'appelait la leucémie myéloïde chronique, à l'occasion d'une présentation, quelqu'un nous a montré que voilà, j'ai 2 comprimés, maintenant c'est quasiment une ex-maladie. Donc, ces progrès, ils sont au tournant de chaque chose et ils ne sont pas toujours complètement prévisibles. Et eux-mêmes génèrent leurs propres incertitudes et parfois
parce que l'avenir est difficile à prévoir, parfois ils apportent leur lot de séquelles et de précautions avec lesquelles il faut compter. En tout cas, je voudrais redire que les avancées que nous avons vues en France et parfois très au-delà de la France ont été bien sûr rendues possibles par les 3 plans cancer successifs, mais surtout grâce à l'engagement de tous les acteurs. Chacun à son poste. Je voudrais redire que cette stratégie cancer est le fruit d'une très longue élaboration avec l'ensemble de nos partenaires, nos autorités de tutelle, les grands organismes de recherche, les fédérations hospitalières, les associations de malades, et particulièrement celles qui sont impliquées dans la lutte contre le cancer, les sociétés savantes, l'assurance maladie. De toute façon, j'en oublie forcément, mais ce travail de réflexion, de concertation de notre Conseil scientifique international, ce travail de réflexion, il a été conduit en profondeur. Et aujourd'hui, nous proposons notre copie à nos concitoyens en leur disant maintenant c'est à vous. C'est à vous de nous dire ce que vous priorisez, ce qui vous effraie, ce à quoi, dans ces propositions, vous avez une forme d'opposition, une forme d'incompréhension, ce à quoi vous adhérez. Parce que pour avancer dans ces projets qui sont extrêmement ambitieux, soyons clairs, l'élément majeur, c'est l'engagement de chacun. Le nôtre est acquis. Et, gentlemen, now is your moment. Merci à vous, je vais passer la parole à vous. Merci Norbert. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour continuer cette présentation de la consultation que nous soumettons à nos concitoyens, il y a effectivement tout ce qu'a dit Norbert qui est très important, qui est le travail que nous avons engagé depuis de nombreux mois avec tous nos partenaires, vraiment tous les partenaires qui peuvent être associés. C'est une des missions importantes de l'Institut national du cancer de rassembler tout le monde autour d'objectifs qui sont communs. Et on a rajouté cette consultation, c'est une nouveauté, ça n'existe pas jusqu'à présent dans le champ des politiques de lutte contre le cancer, parce que c'est un élément qui pour nous est déterminant. Il est déterminant parce qu'on va le revoir, et je vais en dire quelques mots, on a besoin en fait de faire des choix qui soient des choix collectifs. Bien sûr que nous avons des idées, bien sûr que nous avons des mesures, bien sûr que nous avons des projets, mais on sait, notamment sur le champ de la prévention, que si l'on veut obtenir des résultats, eh bien, en fait, c'est un choix collectif qu'il faut faire. Ce n'est pas que le choix de l'INCa, ce n'est pas que le choix d'autres agences, ni du ministère, c'est notre choix à nous tous. Donc, aujourd'hui, cette consultation, elle est très importante pour nous. Elle se place dans le cadre de nos missions, comme le rappelait le président IFRA. Donc, nous sommes chargés d'élaborer une proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers. Donc, c'est un objet un peu nouveau, et donc avec effectivement un horizon de temps qui nous permet d'afficher des objectifs qui sont ambitieux. Cette proposition sera ensuite transmise au gouvernement, qui aura évidemment la responsabilité, c'est bien lui qui est légitime pour le faire, de définir le contenu précis, exact de cette stratégie, dans le cadre d'un décret qui devrait être pris d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Comment nous avons conçu la stratégie? Le président IFRA a rappelé ce qu'étaient nos objectifs. On a essayé d'identifier, parce qu'on pense qu'on est à un moment différent de l'histoire de la lutte contre les cancers, les grands défis pour s'attaquer frontalement aux grands défis. On passe d'un temps un peu de mobilisation générale à la nécessité de mettre plus de force sur un nombre d'objectifs qui soient réduits et qui sont des objectifs qui clairement nous résistent collectivement. On a aussi pensé cette stratégie, cette proposition de stratégie en termes d'action publique de manière assez nouvelle, avec deux lignes de conduite qui ont irrigué notre réflexion collective. C'est par exemple le fait de essayer d'identifier à chacune et sur chacun de nos objectifs tous les leviers que nous devions mobiliser. Un des écueils que l'on rencontre dans
dans les plans cancer précédents, malgré les bons résultats, c'est que parfois on a le sentiment qu'une, deux mesures peuvent nous permettre de régler des difficultés. En réalité, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué dans le champ de la prévention, notamment. Et donc, il faut identifier pour des objectifs l'ensemble des actions que nous avons à faire, qu'elles soient réglementaires, de communication, tous les types d'actions. Donc, c'est vraiment un ensemble cohérent que nous souhaitons proposer. Et le deuxième point, qui est un point extrêmement important, c'est que la logique dans laquelle nous sommes vise à apporter plus de services à nos concitoyens. Alors, entendu, concitoyens, bien sûr dans le champ de la prévention primaire, bien sûr pour les patients, mais ce que nous souhaitons faire, c'est bien définir des programmes nationaux, faire plus de recherche, on y reviendra, mais c'est apporter des réponses à des besoins dans la vie quotidienne de nos concitoyens, qu'il s'agisse de prévention primaire, qu'il s'agisse de patients. Et donc ça, c'est un point important parce qu'on a un nombre significatif de mesures, je l'ai plus exactement en tête, qui visent justement à outiller et à aider nos concitoyens dans l'ensemble de nos démarches. Donc, elle est conçue, cette proposition de stratégie, pour changer la donne. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous voulons. Notre vision est relativement claire. Le poids du cancer est déjà très fort dans notre pays. Pour des raisons principalement démographiques et épidémiologiques, il va continuer à s'accroître. Et donc, il faut s'attaquer résolument à ces trois objectifs que nous proposons, que je vais décrire succinctement parce que le président Ifra le rappelle, il y a 220 mesures. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous donner un peu quelques exemples. Si je prends l'axe de la prévention, c'est un champ immense. C'est le champ sans doute de la plus grande complexité presque, puisque voilà, nous avons à la fois à mettre en place des programmes nationaux, nous avons un objectif qui est un objectif et un résultat qui ne s'atteint que si nous faisons un choix collectif. Voilà. Que si les changements de comportement petit à petit gagnent dans la prévention, notamment des facteurs de risque. On sait que ce sont des choses qui sont difficiles, on sait que c'est atteignable avec un engagement dans la durée. C'est aussi là que la stratégie décennale prend son sens et avec un engagement qui soit sur l'ensemble des leviers. Si on prend les facteurs principaux de risque, on a, pour des raisons évidentes, un ennemi principal, le tabac. 45 000 décès par cancer liés à la consommation de tabac tous les ans. Donc, c'est pour nous un facteur très important de mobilisation pour demain, qui suppose qu'on continue à travailler sur l'harmonisation des prix entre les différents produits du tabac, sur un meilleur contrôle de la vente du tabac aux mineurs, sur le déploiement des espaces dans le tabac. Mais au-delà de ça, ce que nous souhaitons, c'est renforcer le discours et la mobilisation pour aller vers une dénormalisation complète, totale de ce produit, qui est un produit très dangereux, dont la dangerosité est connue, qui a d'autres, par ailleurs, effets extrêmement pervers, notamment en termes de pollution, pour petit à petit amener notre pays à faire le choix et à se fixer un horizon, même s'il paraît un peu lointain, de vivre sans tabac. En tout cas, c'est vraiment dans cet esprit-là que l'on cherche à travailler. Le deuxième facteur de risque sur lequel nous proposons de travailler, c'est la réduction, et dans une logique de réduction des risques, sur la réduction de la consommation excessive d'alcool. Voilà deux grands facteurs de risque sur lesquels nous proposons des mesures. Il y a d'autres choses qui sont moins prégnantes d'un point de vue scientifique, qu'on ne voit pas forcément encore dans les résultats et dans l'impact sur les cancers, notamment je pense aux questions environnementales. On sait que c'est un sujet de préoccupation majeur pour nos concitoyens, beaucoup de questions, donc nous allons y travailler, bien sûr, continuer à établir, rechercher tout ce qui peut être dans nos expositions tout au long de la vie source de cancer. Mais en attendant, nous ne devons pas rester l'arme au pied. Et donc, nous proposons notamment de travailler avec les collectivités locales, car elles ont un rôle important en la matière, pour les aider et mettre en place partout dans notre pays, dans tous les territoires, des actions qui vont permettre petit à petit, au niveau des recommandations plus ou moins importantes, pas forcément compliquées, de réduire les expositions. Ça, c'est pour ce qui est de la prévention primaire. La prévention secondaire, le président Ifra en a déjà parlé. On peut rajouter le sujet de la simplification. Voilà.
La simplification dans l'accès au dépistage est un enjeu extrêmement important. Elle se pose de manière particulièrement nette, forte, s'agissant du dépistage du cancer colorectal, qui est un dépistage très efficace. Le cancer colorectal, je rappelle que c'est à peu près 17 000 décès par an. C'est énorme. Et pourtant, on a une adhésion de la population, de nos concitoyens, qui est relativement, qui est insuffisante, hein, très insuffisante, en réalité environ 30%. Donc l'accès au dépistage et aux tests de dépistage en colorectal est demain pour nous un enjeu pour progresser, pour faire reculer ces cancers. Ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième axe, celui des séquelles. Donc on le disait, voilà, c'est heureux, on voit les progrès dans le court terme, mais aussi dans le long terme sur la survie. Et donc, on guérit de mieux en mieux, de plus en plus. Ce qui veut dire que les séquelles, nos concitoyens, nos compatriotes doivent vivre avec de plus en plus longtemps. Et ces séquelles ont un impact qui est parfois très important, elles peuvent être invalidantes. Le président Ifra Norbert a rappelé les chiffres sur la proportion de séquelles, donc c'est un enjeu vraiment de premier plan. Donc il faut, et c'est ce que nous souhaitons, ce que nous proposons, c'est intégrer la qualité de vie et la réduction des séquelles dans l'ensemble des dispositifs d'accès à l'innovation, mais aussi d'évaluation, pour bien prendre en compte et que ça soit un objectif qui soit très très fort et très très haut, en même temps que la guérison, qui est bien sûr l'objectif premier. Donc ça suppose que nous travaillons sur des programmes qui vont nous permettre de réduire les effets secondaires des différents traitements. Ça suppose aussi, et c'est vraiment constitutif et une des missions premières de l'Institut national du cancer, de regarder l'ensemble des questions qui se posent pour les patients. Bien sûr, il y a des questions qui sont liées directement au traitement, les effets secondaires, mais on sait que cette maladie n'est pas une maladie comme les autres. Elle a un poids, elle a un impact, elle a des sources de douleur, de difficultés psychologiques, elle a un impact économique, elle a un impact social, elle a un impact qui est très, très important. Et pour prendre un exemple, le sujet par exemple, l'emploi est un sujet sur lequel nous avons déjà travaillé, mais demain, il faudra travailler mieux, car on voit qu'un certain nombre de nos dispositifs français qui existent sont un peu, je dirais, plus nécessairement adaptés à la situation que vivent les patients atteints par le cancer. Je pense en particulier au mi-temps thérapeutique, dont voilà, nous, on propose qu'il y ait une expérimentation pour faire évoluer le mi-temps thérapeutique et permettre à plus de patients salariés de continuer à travailler. On sait que quand c'est possible et quand c'est souhaité, ça a un effet bénéfique sur le processus de rétablissement. Et donc, sur ces séquelles, on a l'ambition d'avoir une vision complète des besoins des patients, d'harmoniser, d'aller vers des logiques de recueil de données, de prise en compte systématique des séquelles, des difficultés des patients, de le normer peut-être avec des échelles comme il en existe, par exemple, en matière de douleur, pour avoir la base qui va nous permettre collectivement de travailler à ces questions. C'était quelques exemples sur les séquelles. Le troisième axe, c'est la lutte contre les cancers dits de mauvais pronostic. Donc, on a effectivement des cancers qui évoluent et dont la progression de la survie est insuffisante à nos yeux. En tout cas, elle ne suit pas le même rythme que les autres cancers. Donc, Norbert en a cité quelques-uns. Ça concerne les cancers du sein, certains cancers de l'enfant, le cancer du pancréas, le cancer du poumon. Donc, il est certain que malgré les efforts qui sont faits au niveau national par des équipes de qualité, si nous ne mettons pas un effort supplémentaire de recherche, demain, bien sûr, nous enregistrerons quelques progrès et ça continuera, mais nous n'obtiendrons pas le changement que nous espérons obtenir. Donc, ça veut dire que pour ces équipes de recherche-là, il faut s'engager, il faut leur permettre de s'engager dans un effort de longue durée de recherche. C'est des sujets qui sont très compliqués, qui sont des échecs et des situations difficiles, mais au plan international. D'ailleurs, la mobilisation internationale pourrait aussi être une aide supplémentaire, et donc il faut plus concentrer un certain nombre des actions de recherche pour s'attaquer à ces cancers qui sont de mauvais pronostics. Mais là encore, ça c'est un temps qui est un temps, je dirais, au moins de moyen terme, qui est nécessaire,
Et il faut aussi qu'on travaille à court terme. On a dans notre proposition des questions qui sont des questions aussi d'organisation qui sont importantes. Certains cancers, notamment les cancers du pancréas, sont des cancers très compliqués, le poumon aussi. Ce que nous souhaitons, c'est aller et proposer des évolutions pour rentrer dans des parcours où le diagnostic et le parcours se fait de la manière la plus rapide possible, parce que on sait que c'est une condition aussi pour améliorer l'efficacité des traitements et organiser, comme on l'a fait dans d'autres, sur certains cancers, notamment les cancers rares, organiser la prise en soin des patients qui sont touchés par ces maladies en France en s'adossant aux meilleures équipes françaises, de sorte que l'on puisse, sur ces maladies qui sont compliquées, que tout le monde ne peut pas investir de la même manière, diffuser l'état de l'art en termes de stratégie thérapeutique, en s'appuyant et en bénéficiant de l'expertise des excellentes équipes françaises qui travaillent sur ces questions-là et un peu l'international. Et puis, nous avons quelques axes transversaux que Norbert a décrits. Donc, voilà comment, à peu près, sans rentrer plus avant dans le détail, on a conçu cette proposition de stratégie. Elle est vraiment pensée de toutes nos forces, hein, et avec, à la hauteur de ce que l'on peut faire, bien évidemment, et à la hauteur d'homme, mais vraiment pour essayer de changer la donne. Et on attend beaucoup de cette consultation, qui est une forme de, voilà, d'abord de regard critique qu'on attend sur ce que nous avons imaginé, et puis aussi, on l'espère, un élan et une mobilisation dont on a besoin pour s'attaquer à ces défis demain. Voilà ce que je voulais dire après Norbert, et là, je passe la parole à Emmanuel Collin, notre directeur de la communication. Merci Thierry. Je vais me permettre de partager mon écran pour vous présenter le site de la consultation. Alors, l'objectif de ce site, évidemment, c'est de s'adresser à tous. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte qu'on va s'adresser à différentes populations, à des gens qui ont un niveau de proximité différent au sujet du cancer. C'est pourquoi nous avons voulu, dans ce site, répondre à ces différents niveaux de connaissance du sujet et permettre différents types d'accès. On voit dans la barre de menu en haut de l'écran que nous allons d'abord nous présenter. Si l'Institut national du cancer est connu de beaucoup de Français, un certain nombre ne nous connaissent pas ou insuffisamment. Donc, il était important aussi de dire qui nous sommes et de rappeler nos missions. Donc, sur cet onglet, on va donc avoir une présentation de l'Institut national du cancer et de ses missions. Et puis également, c'est important, un élément de contexte fondamental qui permet aussi de mieux comprendre les enjeux et les défis de la stratégie décennale sur lesquels nous avons travaillé. Et l'idée là, c'est de présenter un bilan du dernier plan cancer, du plan cancer 3, puisque évidemment, durant ces années 2014-2019, il y a eu des avancées majeures, qu'il reste, on l'a évoqué, le professeur Ifra et Thierry Breton l'ont évoqué, il reste des défis extrêmement importants à relever. Deuxième onglet, évidemment, sur le sujet central de la consultation citoyenne, dans lequel nous avons souhaité d'abord rappeler et expliquer notre démarche. Cette partie reprend ce qui vient d'être expliqué par le professeur Ifra, par Thierry Breton. On a expliqué l'importance pour nous d'ouvrir cette consultation à l'ensemble de nos concitoyens et l'importance pour nous de faire que cette stratégie ne soit pas simplement la stratégie de l'Institut national du cancer ou des pouvoirs publics, mais une stratégie à laquelle adhère l'ensemble de nos concitoyens. Une partie, et je vais y revenir dans un instant, sur la manière de participer. Une charte de participation, c'est important également, qui explique les engagements de part et d'autre, c'est-à-dire les engagements de l'Institut national du cancer, mais aussi les engagements de chaque personne qui va participer à cette consultation. Alors, des engagements qui sont
je dirais, les choses classiques pour ce genre de consultation, hein, mais on s'engage à ne pas mettre de contributions qui pourraient être prosélytes, de ne pas porter atteinte à autrui, etc., etc. Évidemment, toute personne dont les contributions ne respecteraient pas cette charte, évidemment, seront modérées, voire supprimées de la consultation. C'est important. Et puis, évidemment, un formulaire de contact pour toute personne qui souhaite être contactée directement. Et puis, enfin, la troisième partie, et je dirais la principale, c'est un bouton qui permet d'accéder directement pour celles et ceux qui sont déjà au fait et qui veulent immédiatement aller à la participation, la possibilité de rentrer directement dans les axes de la stratégie, voire même dans les différents axes eux-mêmes pour aller contribuer. On le voit donc ici, un menu, la possibilité évidemment dans la navigation de rentrer directement, et c'est le bouton qui est au centre de l'écran, dans la participation, puisque évidemment l'objectif premier de ce site est de permettre la participation. Dans le même ordre d'idées, et il nous paraissait extrêmement important, comme nous venons de le faire pour vous ce matin, de présenter la stratégie, les défis que cherche à relever cette stratégie, de présenter la démarche de l'Institut. Et donc, en introduction du site, nous avons donc deux vidéos avec des transcriptions textuelles pour celles et ceux qui le souhaitent, du professeur Ifra et Thierry Breton, qui explique, comme ils l'ont fait ce matin, les raisons de cette démarche. Un rappel important également, c'est présent à d'autres endroits du site, hein, notamment dans tout ce qui est expliqué en démarche, mais il nous a paru important de mettre ce point-là dès la homepage du site, c'est l'engagement de l'Institut national du cancer sur ces stratégies. Donc, évidemment, on est là pour écouter, pour prendre en compte l'ensemble des mesures. Le contenu définitif et les mesures retenues de ces stratégies, elles seront déterminées par le gouvernement sur la base de la proposition qui sera faite par l'Institut national du cancer. Donc, il était important qu'on explique bien les phases et la manière dont les choses allaient se dérouler. Et puis, enfin, on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire aux différents axes de la stratégie, avec la possibilité, vous voyez ici quand je passe ma souris, de participer. On va regarder tout de suite en détail comment ça se passe. Donc, je reviens ici sur le header. Je souhaite participer et je vais avoir accès aux différents axes de la stratégie, comme ça a été expliqué précédemment, donc 3 axes plus des mesures transversales. Je vais par exemple aller sur l'axe prévention, parce que je voudrais d'abord prendre connaissance des différentes mesures, mais aussi participer plus spécifiquement sur ce sujet-là. Alors, à ce moment-là, je suis donc dans l'axe numéro 1, qui est l'axe améliorer la prévention. Là aussi, et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, pour la même raison, je vais avoir une petite vidéo d'introduction de contexte. Pour un certain nombre de gens, le sujet de la prévention est un sujet peu ou pas connu, donc il nous paraissait important de rappeler l'enjeu et de rappeler le contexte. On en a parlé. 40% des cancers pourraient être évités en modifiant nos comportements et nos modes de vie. C'était important de rappeler cet enjeu et de bien remettre dans le contexte l'ensemble des propositions qui vont être faites. Sur la gauche de l'écran apparaissent ici, vous voyez sous ma souris, les différents grands objectifs qui sont dans l'axe prévention. Ils sont ici au nombre de 13, hein, donc ça c'est les 13 fiches objectifs que propose aujourd'hui le projet, qui sont aujourd'hui dans le projet de cette nouvelle stratégie. Et pour chacune de ces fiches objectifs, je vais avoir des mesures. Donc, je vais par exemple, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'aller voir les propositions de mesures dans l'objectif de la mobilisation pour en finir avec le tabac. Voilà, et donc, j'arrive dans cette fiche objectif sur 8 mesures, 8 propositions qui sont faites par l'Institut national du cancer. On voit que la plateforme a été ouverte ce matin à 7h30, mais il y a déjà eu des participations. C'est ce qu'on voit ici hein, dans les petits ronds verts. C'est des gens qui ont pu
ont pu voter. Donc, par exemple, je vais vouloir prendre connaissance de cette mesure spécifiquement sur les espaces sans tabac. Voilà. Donc, j'ai un texte d'introduction qui explique de manière précise, de la manière la plus exhaustive et la plus compréhensible possible, l'objectif de cette mesure. Je peux voter avec un niveau d'accord, de désaccord ou mitigé. Je peux également, et c'est important, argumenter, c'est-à-dire laisser un point de vue, donner mon avis sur cette mesure. Et je peux également, ici, amender cette mesure. C'est-à-dire que sur cette mesure-là, moi, j'aurais éventuellement rajouté ça, ou enlevé ça, ou donner un point de vue sur cette mesure spécifique. Et puis, je peux également, une fois que j'ai pris connaissance, par exemple ici sur le sujet du tabac, il me semble qu'il manque un point central, je peux faire une nouvelle proposition. Donc, je clique ici sur une nouvelle proposition, et là, je vais exprimer ce qui me semble être une proposition qui manque dans le projet de nouvelle stratégie. Je peux, et je reviens, excusez-moi, un peu en arrière, une fois que j'ai pris connaissance d'une mesure, si je le souhaite, je peux être abonné à cette mesure. J'ai fait par exemple un abonnement où cette mesure me tient particulièrement à cœur, et donc je souhaite être tenu au courant de l'ensemble des mises à jour, des actualités, des nouvelles contributions qui vont être faites sur cette mesure spécifique, de manière à pouvoir éventuellement réintervenir si je le souhaite, au fur et à mesure de la consultation. Je peux également, si je souhaite, signaler un problème ou un propos qui me semble déplacé, au cas où les modérateurs du site ne l'auraient pas déjà vu. Donc, je peux signaler cet éventuel problème. Et puis, je peux évidemment, de manière classique, partager cette mesure par email, Facebook, réseaux sociaux. Voilà. Donc, là, on a pour chacun des axes la possibilité de rentrer. Allez, maintenant, à axe 2, de la même manière. J'ai ici l'ensemble des fiches objectifs. Et pour chaque objectif, les mesures qui sont proposées par l'Institut national du cancer. Alors, évidemment, au fur et à mesure de la consultation, ces mesures, par exemple, sur le sujet du maintien dans l'emploi, il y a aujourd'hui 7 propositions. Ce sont les propositions de mesures qui sont faites par l'Institut national du cancer. Évidemment, au fur et à mesure de la consultation, ces propositions vont pouvoir augmenter, passer à 7, à 8, à 9, à 10. Donc, ce nombre va augmenter au fur et à mesure de la consultation. Dernière chose pour conclure sur ce site, et pour boucler avec ce que je disais en introduction, on s'adresse à tout le monde et on fait cet exercice difficile d'être à la fois accessible à tous et en même temps d'être précis et scientifiquement exact. C'est pour ça que nous avons voulu rajouter un glossaire qui donne des définitions d'un certain nombre de mots ou d'acronymes qui nous sont familiers, qui font partie de notre quotidien ici à l'Institut national du cancer, mais qui sont parfois un peu difficiles à décrypter pour les publics. Donc nous avons mis un glossaire le plus complet possible qui reprend l'ensemble des termes qui pourraient être peu ou pas connus par les publics. Voilà, donc je terminerai simplement en rappelant que le site est accessible à l'adresse consultation-cancer.fr. Le site est ouvert depuis aujourd'hui 7h30 jusqu'au 15 octobre, date à laquelle nous fermerons le site pour rentrer dans l'analyse. L'analyse étant, dans un deuxième temps, partagée sur le même site quelques jours après, vraisemblablement vers la fin du mois d'octobre. Voilà pour ce qui était la présentation du site de consultation. Bien, merci beaucoup. On va regarder, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, on va regarder dans l'ordre d'arrivée.
Donc, nous avons Monsieur Boissier donc, de l'APM. Monsieur Boissier, souhaitez-vous poser votre question directement ou souhaitez-vous que je la pose? Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Oui, en fait, donc j'avais deux questions, comme c'est marqué. L'une, je voulais avoir j'imagine que c'est dans les propositions, bien sûr, mais avoir la liste précise de tous les cancers de mauvais pronostic sur lesquels vous allez cibler votre action. Et ma deuxième question, bien que c'est un petit peu en dehors du sujet de la consultation citoyenne littéralement, c'est tout simplement quels seront les moyens pour cette stratégie décennale? Merci. Oui, merci de votre question. Alors, je vais y répondre partiellement, en tout cas pour la première partie. Thierry parlera de la partie des moyens. Si vous voulez, plutôt qu'une liste exhaustive, nous, ce que nous proposons, c'est des seuils de guérison à 5 ans qui sont aux alentours de 20% et en dessous. Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas une liste aussi précise? C'est d'abord parce que c'est un champ de mouvement, et ensuite parce que il y a un paquet de choses qui sont très différentes. Au sein, par exemple, des cancers du sein, qui ont un taux de guérison qui maintenant atteint 85-87%, les cancers du sein triple négatif, qui représentent 15% environ de ces maladies, ont un taux de guérison à 5 ans qui est inférieur à 20%. Donc, on a un premier modèle qui est celui d'une frange significative de malades qui résistent au progrès, donc tout le reste des formes de la maladie, elles, ont profité. Ensuite, vous avez des maladies qui, intrinsèquement, aujourd'hui, ont toutes un très mauvais pronostic. Les cancers du pancréas. Je crois de mémoire, leur taux de survie à 5 ans est de l'ordre de 8%, mais dans la réalité, tous les médecins qui en soignent considèrent que lorsque un malade qui a un cancer du pancréas aujourd'hui a une survie de 2 ans, c'est hélas un excellent résultat. Donc là, on est dans le noyau dur, vous voyez, de l'échec. Alors, sans les énumérer complètement, mais cette liste est évidemment facile à retrouver. On a, ne serait-ce que parce que nous éditons tous les ans, en tout cas nous avons édité cette année la survie avec un cancer de façon exhaustive et qu'elle est disponible sur le site. On a par exemple les cancers du foie, les cancers du poumon, les leucémies aiguës secondaires et les tumeurs cérébrales de l'enfant, par exemple, qui sont toutes des maladies où le taux de survie est strictement indécent par rapport aux autres. Donc, il y a, vous voyez, d'une part, des maladies où la totalité des formes résistent, d'autres maladies où c'est le caractère secondaire qui entraîne la résistance, parce que avec les mêmes médicaments entre la fin des années 60 et, je dirais, les années 2010, par exemple, dans la leucémie aiguë myéloblastique, on est passé de 5% de guérison à environ 60% de guérison, avec les deux mêmes médicaments. Vous voyez, c'est aussi une façon de dire qu'il y a beaucoup de progrès qui sont possibles et tous ne sont pas exclusivement dans l'apparition de nouveaux médicaments. Mais la frange des cancers, les leucémies aiguës secondaires, aujourd'hui, est une frange qui résiste à tout. Secondaire, soit à un autre traitement, par exemple, l'association de chimiothérapie et de radiothérapie pour un lymphome de Hodgkin, un cancer du sein, etc. Ce qui est d'ailleurs, pardonnez-moi, encore une incidente pour rappeler que le diagnostic précoce qui évite aux femmes des traitements extrêmement délabrants, mais aussi générateurs d'agression des systèmes de réparation anticancéreux, tous ces éléments-là sont évidemment très intriqués. Donc voilà un nombre significatif de maladies. Puis il y en a d'autres qui sont en train de changer. Par exemple, les cancers du poumon sont des cancers de très mauvais pronostic.
Mais on commence à avoir, alors à quel prix toxique, à quel prix en termes d'agression, mais on commence à avoir quelques médicaments qui vont changer un petit peu l'espérance de vie, voire l'espoir de guérison pour certains cancers du poumon. Oui, mais par exemple, dans la forme dite anaplasique, l'espérance de vie est de 6 mois. Donc, il y a au sein même de cancers de mauvais pronostic des groupes qui sont complètement catastrophiques. Donc, ces éléments-là sont disponibles. Nous ne sommes pas en train, évidemment, d'essayer de les cacher, mais juste de dire que parfois le diable est dans les détails et que le détail, c'est la forme qui résiste à tout au sein d'une maladie qui, elle, a plutôt un pronostic qui commence à paraître plus raisonnable. Voilà pour cette partie de la question, Thierry. Sur la partie des moyens, effectivement, ce n'est pas l'objet de la consultation, vous m'en pardonnerez, mais on ne va pas vous répondre. Pour une raison simple, c'est que les discussions sont en cours, et donc c'est des discussions qui évidemment sont importantes et voilà, qui doivent encore se poursuivre, mais il est certain, dans notre esprit, qu'un nouvel élan, c'est ce que nous proposons, de s'attaquer demain à des défis auxquels on ne s'est pas encore attaqué suffisamment, suppose des moyens supplémentaires. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette question. Nous avons maintenant une question d'Émilie Groyer de Rose Magazine sur l'exposition aux facteurs de risque de cancer évitable. Madame Groyer, vous souhaitez poser votre question ? Votre micro est éteint, je pense, sinon je la pose. Alors, la question est, vous insistez sur les cancers évitables à échelle individuelle, c'est faire porter beaucoup de responsabilités sur les malades. D'autres facteurs de risque ne sont pourtant pas de leur fait, comme l'exposition à la pollution, aux perturbateurs endocriniens. Excusez-moi, mon écran se coupe. Donc voilà. Est-il prévu de les évaluer et quelles mesures seront prises par les autorités pour les réduire? Alors, je vais commencer quelques éléments de réponse. Thierry va compléter. Premièrement, nous ne faisons pas porter sur les malades et la société la responsabilité de... Nous informons qu'il y a 40% des cancers qui sont évitables par des comportements individuels et que je pense qu'il est de notre responsabilité de le dire et de le redire. Aujourd'hui, sur les cancers liés à l'environnement, il y a une véritable interrogation. Ils sont certainement plus importants que le risque est certainement plus important que ce qui est aujourd'hui reconnu par la communauté internationale. Mais le Centre international de recherche sur le cancer évalue ce risque lié globalement à l'environnement à 1,5% des cancers. Nous avons prévu de travailler et d'organiser toute une série de recherches et de programmes de recherche sur les cancers liés à l'environnement. Donc, oui, ils seront analysés, oui, ils seront évalués, oui, nous prévoyons d'y mettre une frange significative des moyens qui nous sont apportés, qui nous seront apportés, mais il ne faut surtout pas que cet arbre-là, ou ce groupe d'arbres, évacue la forêt des risques qu'on peut réduire. Thierry l'a dit, je le redis, le tabac aujourd'hui, c'est 75 000 décès par an, dont 45 000 par cancer. Les pays qui se sont attaqués de façon très volontaire et drastique à ce tabagisme sont en train d'en tirer profit. Vous avez vous-même vu, et beaucoup d'entre vous avez rapporté, cette publication récente dans le New England Journal of Medicine qui montre qu'aux États-Unis, le risque de cancer du poumon chez l'homme diminue de 6% par an depuis quelques années. Ça fait 20 ans qu'ils ont monté cette politique extrêmement agressive contre le tabac. Moins 6% de cancer tous les ans chez l'homme du poumon, moins 3% chez la femme. Nos pentes de décroissance des personnes qui sont des consommatrices régulières de tabac sont strictement parallèles à ce qu'ont vécu les Américains qui ont juste commencé à avoir cette politique agressive plutôt que la nôtre. Donc, on voit que cet objectif-là est un objectif important et sur lequel il n'est pas question de lâcher.
si on parle de l'alcool, 58% de la consommation d'alcool sur notre territoire est absorbée par 10% de la population. Donc nous ne sommes pas en train de générer un discours hygiéniste. Nous sommes en train de rappeler qu'un certain nombre de facteurs de risque méritent d'être pris en compte au-delà d'un certain seuil à partir duquel le risque est avéré. Alcool et cancer du sein, c'est démontré. Hein. C'est un cancer du sein sur 6 dont le risque attribuable est directement celui de l'alcool. Donc, voilà, notre rôle est d'informer. Je pense que l'ensemble de ces éléments-là sont à prendre. Et non, nous ne voulons pas culpabiliser. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Vous ne nous ferez jamais dire qu'il y a un cancer vérité. Ça n'existe pas, un cancer vérité. Par contre, il y a des cancers sur lesquels on connaît les facteurs de risque et sur lesquels on peut travailler ensemble à leur réduction. C'est une question de volonté collective. Thierry, je te laisse compléter. Oui, je pense que je vais répondre sur la partie environnement, mais sur le tabac notamment, il n'y a pas de discours moralisateur de notre part, ni hygiéniste. On dit juste, voilà, si nous devons faire un choix collectif, et nous proposons que ce choix collectif soit ambitieux, on propose que ça soit ambitieux, que ce choix soit ambitieux. Il n'y a pas de fatalité en la matière. Il n'y en a pas. C'est une décision collective, c'est à une décision collective que nous appelons, à une mobilisation collective, et sans culpabiliser personne, mais si on veut améliorer notre santé collective, la santé des Français, on a aussi un certain nombre de décisions et à prendre par rapport aux principaux facteurs de risque, notamment le tabac. Pour revenir sur la question de l'environnement, il y a le sujet de la recherche, Norbert en a parlé. Évidemment que c'est un sujet d'intérêt pour nous. Et la démonstration, et en tout cas ce qu'est la mission de l'Institut national du cancer comme d'autres agences, c'est aussi de faire des démonstrations qui soient des démonstrations scientifiques. C'est vrai que parfois, ça prend un peu de temps, mais on va travailler avec d'autres sur l'exposome, sur l'effet cocktail, sur les effets cocktails possibles, qui sont des sujets d'interrogation légitime de nos concitoyens. Mais ce que nous avons proposé en plus, c'est de ne pas rester l'arme au pied sur ces questions-là, car en attendant, eh bien, on vit. Donc, et nos concitoyens vivent, et nous aussi. Et donc, c'est le sens aussi d'essayer de voir pendant ce travail scientifique, pendant ce travail de recherche, ce que nous pouvons décider d'adapter collectivement pour réduire les expositions. Donc, on a un exemple qui est dans la proposition de stratégie, un exemple comment dire, assez clair, mais qui nous paraît important, c'est mobilisons-nous et faisons-le avec les collectivités locales, car de fait, ce n'est pas à Paris que ça va se décider, sur la réduction des expositions à l'école, par exemple. Donc, c'est un endroit, voilà, et si on devait réduire les expositions, peut-être on le ferait prioritairement concernant nos enfants, c'est un endroit où on peut, nous, et en tout cas c'est ce qu'on propose, travailler avec les collectivités locales, mettre en face des chercheurs, décider d'un certain nombre d'adaptations pour réduire les expositions, même si aujourd'hui, on ne sait pas encore si ces expositions sont cancérigènes ou pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret pour, en attendant les résultats scientifiques, continuer quand même à agir. Donc, on a une proposition qui s'appelle, voilà, c'est un programme plan zéro exposition à l'école, mais pour donner cette profondeur-là, cette ambition-là, et surtout le fait que ce soit un travail qui soit collectif, dans lequel l'INCa, l'Institut national du cancer, se propose aussi de mettre et de discuter avec les collectivités locales et de mettre à disposition les forces de recherche et tous les spécialistes de cette question pour trouver des réponses concrètes. Alors, nous avons maintenant une question de pharmaceutique de Madame Wierzbicki. Madame Wierzbicki, je vous laisse poser la question. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. D'accord. Bonjour. D'abord, bravo pour le travail que représentait la constitution de cette plateforme et la préparation de la stratégie décennale. Alors, on espère, j'imagine que vous espérez qu'il va y avoir énormément de participation. Très concrètement, comment vous allez pouvoir intégrer ce qui ressortira dans votre proposition qui est déjà quasiment finalisée? Et deuxième question qui rentre plus sur le détail de la stratégie. Il y avait notamment une conférence de presse, une conférence de l'EFPIA hier qui rappelait que la France figurait parmi les mauvais élèves en termes d'accès aux médicaments anticancéreux après l'AMM. Vous connaissez cette question de délai. L'ATU résout une partie du problème mais pas tout.
est-ce que la stratégie décennale propose quelque chose à ce sujet? Quel levier mobiliser? Ça ne relève pas directement du rôle de l'INCa, mais comme cette stratégie se veut pluripartie prenante, pluriministérielle, etc., qu'est-ce qui est prévu pour faciliter cet accès plus rapide? Alors, on va répondre à 3. Sur, si vous voulez bien, je vais juste rappeler un élément sur le médicament avant de laisser Emmanuel expliquer comment nous allons intégrer les choses. Alors d'abord, vous dire qu'à chaque fois que nous avons eu une volée de contributions très significative, puisque nous avons, vous avez bien vu, on l'a dit, sollicité énormément de contributions, la Ligue contre le cancer, la Fondation ARC, le Conseil scientifique international, les sociétés savantes, etc. Toutes les fédérations hospitalières, toutes les contributions ont été regroupées, intégrées, et à chaque fois, elles ont enrichi notre stratégie. Notre stratégie, évidemment, aujourd'hui, elle est tout à fait conçue pour organiser ce qui va en sortir, et je vais laisser Emmanuel détailler sur ça. Puis l'autre chose que je voudrais rappeler, c'est que les 2/3 des médicaments qui sont aujourd'hui mis sur le marché en matière de cancérologie sont mis sur le marché avec une évaluation sur un substitut de critères majeurs. Le critère majeur, c'est la survie. Hein. Et en fait, les 2/3 des médicaments mis sur le marché aujourd'hui, ils sont mis sur le marché avec des analyses qui portent sur un substitut. Et malheureusement, c'est facile à retenir, dans les 2/3 des cas, le lien entre ce substitut et la survie n'a jamais été démontré. Donc, la question de l'opportunité du traitement est une vraie question qui mérite une discussion très détaillée au coup par coup. Ceci d'autant plus que au sein des différents pays qui sont régulièrement comparés, n'oubliez pas qu'avoir une AMM aux États-Unis, ça veut dire que vous pouvez vous acheter le médicament si vous voulez, et avoir une AMM en France, ça veut dire que nous allons prendre en charge sur le plan financier l'administration de ce médicament. Ça n'est pas exactement la même chose, et il faut toujours le garder en mémoire lorsque on compare les délais. Alors, il y a eu un moment pendant lequel la France a été extrêmement précoce dans la disponibilité sur le marché de ces médicaments innovants. Ensuite, il y a eu une volonté de rationaliser les preuves et probablement, comme tous les balanciers, c'est allé trop loin. Et il y a quelques années, véritablement, et je l'avais dit à l'époque, hein, lorsque j'avais pris mes missions, on était pas très bien dans cette compétition. Ce qu'il fallait nuancer, parce que la France était aussi le pays du monde dans lequel on vivait le plus vieux avec un cancer et où l'espérance de vie avec un cancer était la meilleure. Ce qui veut dire qu'à nouveau, le médicament est un des éléments de l'organisation des soins et du traitement, mais ce n'est pas le seul. Et qu'il faut, là aussi, être complètement rationnel dans la démarche. Ceci dit, sont apparus les RTU, clairement, par exemple, les recommandations temporaires d'utilisation. Il y a eu un effort sur l'accès aux essais cliniques et sur les autorisations temporaires et les coopérations assez exemplaires que nous menons grâce à leur confiance avec l'Agence du médicament, avec l'assurance maladie, avec la Haute Autorité de Santé, ont permis de revenir de façon très enviable dans la compétition. Thierry va sûrement compléter. Et Emmanuel aussi, dans l'ordre que vous voulez. Peut-être Emmanuel pour la... Alors, cette question me donne l'occasion de dire que cette plateforme a été construite et monitorée avec un partenaire qui s'appelle Cap Collectif, qui est en France, en tout cas, un des prestataires et un des spécialistes des sujets des plateformes participatives, des plateformes de consultation citoyenne. Si je dis ça, c'est parce que, évidemment, il va y avoir toute une équipe qui va suivre
journellement les contributions qui vont être lues, qui vont être analysées et qui vont être partagées évidemment au sein de l'Institut national du cancer, avec, j'irai en tête, deux dimensions. Une dimension qui est ce que j'appellerais la popularité, et puis une autre qui est la pertinence. La popularité, c'est effectivement le nombre de contributions. Il y a des contributions qui vont être faites, qui vont retenir plus de suffrages que d'autres. Donc évidemment, il faut en tenir compte dans cette dimension-là. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est extrêmement importante également, c'est la pertinence de ces propositions. Certaines propositions qui peut-être n'auront pas retenu un nombre considérable de votes, mais qui, de notre avis, de notre fait, seront des propositions pertinentes parce qu'effectivement, elles pointeront sur des dimensions que nous n'avions pas ou insuffisamment pris en compte. Et donc, c'est en arbitrant sur ces deux dimensions que nous pourrons intégrer les différentes contributions qui seront faites. Et comme le disait le professeur Liffrin, je dirais que l'exercice dans lequel nous nous lançons aujourd'hui est peut-être dans un exercice un peu plus rapide que ce qui a été fait depuis un peu plus d'un an, mais la continuité de ce qui a été fait avec l'ensemble de nos partenaires, puisque l'exercice auquel nous nous sommes livrés, c'est bien un exercice de co-construction avec l'ensemble de nos partenaires sur ce projet de stratégie décennale. Donc c'est vrai que le dernier des partenaires vers lesquels nous nous tournons, ce sont les Français eux-mêmes. Rapidement sur la question du post-AMM, bon, il y a un travail qui est fait, évidemment c'est un sujet pour la stratégie décennale, mais il y a un certain nombre d'actions qui sont réalisées par la NSM et le CEPS pour réduire les délais. Donc, il y en a encore dans la dernière LFSS. Il y a une volonté d'aller de plus en plus vite. Et ce que je voulais dire, c'est par rapport finalement à la question de l'accès à l'innovation, elle ne se pose pas que comme ça, la question de l'accès à l'innovation, elle se pose aussi sur des médicaments qui peuvent avoir une utilité dans certaines indications, qui ne sont pas encore autorisés sur la dite indication. Et il y a un certain nombre de propositions que nous faisons dans la stratégie décennale autour d'un programme que vous connaissez peut-être, mais qu'on se propose de faire évoluer, qui s'appelle le programme Accès sécurisé à l'innovation, pour résumer un peu, et qui va nous permettre, en particulier pour des patients qui sont en échec thérapeutique, de leur apporter des solutions nouvelles et de le faire aussi en lien avec le plan France Médecine Génomique. Il y a un rôle important dans le screening de ces patients et dans l'utilisation du séquençage du génome pour demain apporter des réponses supplémentaires là où aujourd'hui on ne sait pas les apporter. Je vous remercie. Alors, nous avons une dernière question que je vais poser de la part de monsieur Michel Le Taillanté de Décision Santé. Avez-vous réalisé une estimation économique de cette stratégie décennale? Et enfin, comment s'articule la stratégie décennale avec le plan européen de lutte contre le cancer présenté en février dernier? Oui, bonjour, monsieur Le Taillanté. Oui, je vais laisser Thierry répondre sur l'estimation économique de cette stratégie décennale. Alors, bien entendu, je le redis, le travail sera finalisé lorsque nous aurons intégré les propositions issues de cette consultation citoyenne. Hein. Donc, si tout était bouclé, nous ne ferions pas ça. Mais évidemment, tout ce qui est déjà conçu a été évalué, organisé. Mais Thierry va vous en donner peut-être un peu plus de détails, bien sûr. Pour ce qui est de... la deuxième moitié de votre question, attendez, si elle a disparu de l'écran. Oui, sur le plan cancer européen, peut-être savez-vous, par exemple, pour la mission Cancer Europe, la personne qui est la cheville ouvrière en fait, de la rédaction est Christine Chaumienne, qui est notre précédente directrice de la recherche à l'Institut national et de l'innovation à l'Institut national du cancer. Hein. Elle est partie parce qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite. Elle est partie il y a quelques mois, elle avait évidemment largement contribué à notre réflexion et ça n'est pas un secret que les éléments qu'elle commence à présenter sont en parfaite adéquation avec ce que nous avions conçu, tout simplement parce que ces éléments, on avait peut-être un peu d'avance, mais ces éléments ont clairement emporté l'adhésion
du groupe européen qu'elle a largement contribué à animer avec son collègue italien. Et quant au plan européen de lutte contre le cancer, lui-même, ces grands axes, comme vous avez vu, sont parfaitement en adéquation avec ce que nous avons commencé à proposer. Nous avons de toute façon nous-mêmes déjà largement eu des réflections, des réunions avec un nombre significatif de nos collègues européens et internationaux, notamment allemands et bien au-delà avec le National Cancer Institute aux États-Unis. Thierry ? Sur le niveau européen, par ailleurs, nous sommes en lien assez proche avec certains des députés européens qui sont particulièrement mobilisés sur cette question, et nous sommes en discussion directement aussi avec la Commission européenne dans ses différentes directions, DG Santé, DG Connect, DG Recherche, voilà, pour nourrir la réflexion et aussi faire valoir un certain nombre de points de vue français qui nous paraissent utiles de défendre au niveau européen. Sur l'estimation économique, oui, nous l'avons faite. Voilà, évidemment, nous n'allons pas pouvoir la partager avec vous puisque c'est l'objet de discussions qui sont en cours. Donc, nous avons une estimation économique, nous avons identifié un certain nombre de modes de financement possibles et nous travaillons actuellement sur cette question de l'architecture budgétaire. Voilà, c'est un point important, mais vous excusez, je ne pourrai pas vous répondre plus précisément. Alors, j'annonçais la dernière question, mais une autre est arrivée. Donc, Madame Coutorbe du Quotidien du médecin, concernant les échéances de la mise en place de la stratégie décennale. Alors, donc, fin de la consultation le 15 octobre, je me tourne vers Emmanuel. Donc, ça, c'est la prochaine grande étape. Donc, nous allons regarder très, très attentivement chacune des contributions et donc elles seront traitées, elles seront prises en compte et nous ferons aussi des réponses. La prochaine étape, c'est ensuite notre conseil d'administration qui se réunit le 27 novembre en séance exceptionnelle. Nous avons déjà beaucoup travaillé avec notre conseil d'administration. C'était un conseil, alors l'Institut national du cancer est constitué sous forme de GIP, donc le groupement d'intérêt public. Donc il associe en son sein des grandes associations comme la Ligue, comme la Fondation ARC, des grands organismes de recherche, l'INSERM, CNRS, l'assurance maladie, les fédérations hospitalières. Donc, c'est un endroit, je dirais, très important. Et nous soumettons à l'approbation de notre conseil d'administration cette proposition le 27 novembre, en espérant bien sûr recueillir son accord et en intégrant les résultats de la consultation. De fait, à partir du 27 novembre, il y a une proposition officielle de l'Institut national du cancer qui va ensuite sur le bureau de nos autorités politiques qui détermineront le contenu effectif de la stratégie, ces mesures, et ça prendra la forme d'un décret. Donc, le calendrier est difficile à maîtriser, mais grosso modo entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Bien, donc nous n'avons plus de questions. Professeur Ifra, je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous. Merci d'abord d'être rendu disponible, je le redis, de la qualité de votre écoute, de vos questions. Et merci d'avoir, je crois, par l'importance de la résonance que vous allez donner à cette action, contribuer à ce que nos concitoyens s'emparent de ce sujet. Je crois que c'est vraiment très important pour eux. C'est bien sûr important pour nous, mais c'est d'abord important pour eux. Je crois que ce travail d'appropriation contribue à un engagement, à une meilleure compréhension des actions, éventuellement à une meilleure adhésion des actions. Et je crois que ça contribue à l'augmentation de la connaissance sociétale pour lutter contre les idées reçues, les arguments d'autorité, les fake news. Et je crois vraiment que si on vous dit que aux États-Unis, ils disent plus de la moitié des cancers sont évitables. Ce n'est pas une spécificité française, mais il suffit d'être allé aux États-Unis et de voir autour de nous
comment dirais-je, la diversité de la population, les méfaits des junk food, pour voir ce que ça peut représenter comme augmentation. En tout cas, tout ça contribue, je crois vraiment, à ce que nous allions vers une société, je dirais, plus bienveillante et vers un risque ou une crainte du risque immanent réduit. Ce qui est vraiment très fort pour moi, c'est cette impression, à chaque fois que j'ai annoncé la maladie, que le ciel tombait sur la tête de la personne. Et oui, les gens qui ont évité un cancer, par exemple, ne défilent pas pour dire j'ai évité un cancer, ils ne le savent pas. Mais notre moteur commun, c'est qu'ils soient le plus nombreux possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci. Donc, c'est la fin de cette conférence de presse. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci beaucoup et bonne journée.